Au château de Roquemay, la loi tient en 11 mots et ne s'embarrasse pas de nuances. Chaque héritier devient fou à 21 ans, on l'écrit d'une main basse dans un registre qui ne raconte rien d'autre que les âges et les façons de tomber, une lignée entière alignée comme des mèches consumées, des prénoms sous verre, des dates fermées par une même charnière, la nuit du 21e anniversaire. On n'orne pas la phrase, on la laisse au froid, elle se suffit, elle a pris racine dans la pierre du donjon et dans le bois des portes qui gonflent à la pluie, elle a le poids d'un anneau scellé à même la voûte, et ceux qui travaillent dans l'ombre savent qu'aucune cloche ne retarde sa note quand vient la saison de l'âge. À Roquemay les années ne s'additionnent pas, elles se comptent à rebours vers une marche unique. Le livre des gardiens repose dans une armoire à mi-étage, couloir sans fenêtre, odeur de cire, dos de cuir frotté par des mains patientes, la colonne de droite mentionne toujours la même observation sèche, changement d'humeur après le 20e hiver, surdité partielle aux voix familières, appétit de solitude, écriture qui se serre au milieu de la page, puis l'entrée la plus courte, bascule à 21, gardez 2 nuits, silence ensuite. On devine que ce silence sert de crêpe, il masque les formes particulières de la folie qui se répète sans jamais épuiser ses variantes. Au village, la rumeur a pris la peine de choisir ses raisons, certains parlent d'un ancêtre qui aurait enfermé un cousin dans un puits, d'autres d'un pacte signé au revers d'un missel pendant une famine, les plus méthodiques invoquent une maladie de sang que l'on déguiserait en malédiction, peu importe, la pierre ne contredit pas les bouches, elle conserve, elle attend, elle voit revenir l'âge et elle referme. Le château tient sa place sur une avancée de roche qui mord dans la lande, il n'aime pas la lumière de midi, il préfère celle qui rase, il se laisse mieux lire au crépuscule quand les angles perdent leur arrogance, la façade nord a gardé son manteau de lierre noir, la tour sud a perdu ses créneaux lors d'un orage qu'on n'a pas consigné, la grande salle porte au plafond un ciel peint qui a trop fumé et dont les étoiles, à force d'être frottées, ne coïncidant plus avec aucune constellation. L'aile orientale, plus récente, a cette géométrie polie des travaux d'un siècle qui se voulait raisonnable et qui a aimé les instruments, on y a rangé autrefois des globes, des compas, des pendules à seconde, des planches anatomiques, certains disent que la malédiction s'est nourrie là, dans ces pièces où l'on a cru mesurer l'âme avec des chiffres. Le jeune seigneur actuel, Amaury de Roquemay, a franchi depuis peu sa 20e année, il marche comme ceux qui doivent encore grandir mais dont les os savent déjà le poids des titres, il porte en lui l'attention des maisons vieilles, regard compté, geste qui ne frappe pas l'air, et pourtant l'âge nouveau a commencé à défaire ce que l'éducation a serré, les nuits se décalent, les matinées se perdent, les phrases se raccourcissent. La main cherche à écrire au revers des feuilles une série de nombres qui se répètent, 21 revient comme un clou, 21 marches comptées sans se tromper dans l'escalier de service, 21 fenêtres notées dans l'aile et quand il n'y en a que 20, l'œil ajoute ce que la pierre nie. Amaury évite les miroirs depuis quelques semaines parce qu'il lui renvoie une lumière tremblée qui n'appartient pas à la pièce, il écoute les horloges avec une patience qui inquiète. On dirait qu'il attend une deuxième note derrière la première, comme si le temps doublait sa mesure, il gratte du bout de l'ongle la peinture verte des boiseries de la bibliothèque, cette teinte profonde qui a convenu au lecteur de son grand-père et qui laisse, sous l'ongle, une poussière amère au goût de métal. La gouvernante a remarqué la poudre sur le rebord, elle a changé de chiffon, elle a compris que certaines couleurs donnent à l'air de la nuit des sciences que les poumons n'aiment pas. Celle qui tient la maison droite s'appelle Héloïse d'Avrin, on la nomme intendante par commodité, elle est devenue gardienne par devoir, elle connaît la place des clés, la valeur des habitudes, l'ordre utile des réparations, elle sait descendre dans les caves recenser la moisissure et remonter l'ordre des priorités vers la lumière, elle lit le registre des héritiers non pour s'attrister, pour y compter les erreurs répétées, elle repère les déclencheurs. Elle dresse une liste sans phrase. Couvrir les glaces, décaler les cloches, purger les conduites, retirer des tapis la teinte verte qui mord les saisons, briser en douceur la grammaire de la tour quand elle commence à chanter trop fort. Héloïse ne croit pas au pacte qu'on raconte, elle croit aux dispositions qu'on s'est inversées, elle n'a pas de mots pour l'invisible mais elle sait qu'un château mal tenu fabrique des maladies que les légendes adoptent ensuite. La pièce la plus dangereuse à ses yeux n'est ni la salle des pendules ni la bibliothèque, c'est un couloir étroit de l'aile et que personne ne veut appeler galerie, il préfère rester un passage, le sol y répète un motif de pierre claire toutes les 21 dalles, une moulure se répète à la même cadence le long du mur, l'espace tient une mesure que l'oreille ne perçoit pas tout de suite mais que le pas reconnaît au bout de quelques allées. On sort de là avec le cœur trop régulier, Héloïse a fait retirer 2 appliques et poser des rideaux en laine pour rompre la course, elle a demandé au serrurier de déplacer d'un trou le crochet de la porte médiane, il a rouspété parce que la symétrie l'arrangeait, elle a insisté, elle a rappelé qu'ici la beauté n'a d'intérêt que si elle protège, le crochet a glissé d'un doigt, le couloir a respiré différemment, cette victoire à la modestie des gestes qui empêchent les jours de tourner. Dans une soupente au-dessus de l'ancienne orangerie, Héloïse a retrouvé des papiers roulés et attachés d'une ficelle, plan au crayon gras, tracé d'acoustique sans doute, flèches qui désignent des zones de murmure, note marginale écrite d'une main plus sûre que celle des héritiers, main d'un oncle archiviste qui n'a jamais atteint 21, on y distingue des cercles avec des chiffres, 21 revient comme une manie d'ingénieur, la maison elle-même semble composée comme un
Instruments, les couloirs forment des tuyaux, les cheminées conduisent des souffles dont on ne retient que le feu, certaines portes, quand on les ouvre côte à côte, fabriquent une chambre d'écho. Héloïse voilà l'explication que la rumeur n'emploie jamais, une architecture qui, concaténée avec l'âge, pousse une tête jeune à entendre ce qu'aucun autre ne perçoit, un cœur de mur, un bourdonnement de pierre, la folie comme réponse d'un organisme à une musique trop basse. Le registre des ancêtres ne raconte pas, il esquisse des symptômes que la maison complète. En 1793 on a retiré les cloches au bourg, au château on a noté pour l'héritier de l'époque un apaisement bref, puis la cloche est revenue et l'âge a repris droit, en 1838 à mettre à couvert d'un rideau le grand miroir de la galerie, la crise a tardé de 3 semaines. En 1861 on a repeint en vert profond la bibliothèque et l'héritier a commencé à s'y enfermer comme les autres, la couleur a tenu bon, les taches d'humidité se sont posées à hauteur d'œil, l'air est devenu plus lourd, les archives sentent encore l'arsenic que la modernité aimait sans le savoir. Au dernier âge on a essayé de changer la pièce du jeune seigneur, on l'a installé dans l'aile ouest, son sommeil a migré vers l'est, on a compris qu'on ne déplace pas si facilement une axe quand la pierre l'a choisi. Amaury, sous la surveillance exacte d'Héloïse, suit un programme qui ne dit pas son vrai nom, on l'emmène marcher sur l'esplanade aux heures où le vent casse les couloirs sonores, on lui fait tourner les pages d'Atlas qui montrent des rives sans château, on lui sert des aliments qui tiennent l'estomac sans exciter le sang, pas de vin, pas de chocolat, pas d'épices qui réveillent les nerfs. On lui confie les chiens pendant les étendages de linge pour qu'il apprenne la cadence des animaux plus tôt que celle des pendules, on lui fait porter des seaux d'eau pour que les bras gouvernent plus que les oreilles, et pourtant la maison gagne du terrain dès que la lumière baisse, l'héritier se met à compter jusqu'à 21 en regardant les feuillures des portes, il cale sa respiration sur le balancier du comptoir de l'entrée, il prend un crayon pour tracer dans le coin d'une page la même figure à cette branche multipliée par 3. On ne sait pas si c'est lui qui appelle la forme ou si la forme vient par en dessous. Au village on guette l'âge avec une politesse qui ressemble à de la peur, les paysans saluent l'intendante avec cette réserve qu'on garde pour ceux qui retiennent des choses invisibles, la mercière garde sous son comptoir des rubans bleus qu'elle a vendus une fois à la maison pour couvrir les poignets de l'héritier précédent quand il se faisait mal s'enseigner, le sacristain connaît l'heure exacte du 21e lever de soleil. Il s'est juré de garder la cloche muette et c'est déjà qu'il ne tiendra pas si on lui ordonne avant l'heure. L'aubergiste se souvient d'un roquemé qui, l'avant-veille de son âge, venait s'asseoir sous l'enseigne sans rien commander, il regardait la route comme si elle allait lui rendre un enfant. On a décidé de fermer ce jour-là pour épargner les bouches. Héloïse, pour l'instant, fait métier d'empêcher, elle a demandé au menuisier de poser une feuillure de feutre sous les portes pour rompre les chambas qui se faufilent par les fentes, elle a fait bourrer les pendules de coton pour que leurs notes tombent au lieu de courir, elle a déplacé d'un pouce les tables sur les tapis pour que les angles cessent de viser la même direction, elle a inversé 2 tableaux de la galerie. Le portrait de l'ancêtre qui posait la main sur un livre et celui du frère mort à 20 ans sur un cheval trop nerveux. Elle veut que les yeux d'Amaury ne trouvent plus les parcours intérieurs que la maison propose par habitude, elle sait que la folie à Roquemay est une topographie avant d'être un orage. Sous le grand escalier une porte basse ouvre sur un réduit qui sent la laine humide, l'adorne des objets que la famille ne veut plus voir, masque de plâtre, globe fendu, boîte à insectes, et, noué par un ruban terne, un paquet de lettres que personne n'a pris la peine d'ouvrir depuis 50 ans. Héloïse, un soir, a posé la main dessus sans forcer le nœud, simplement pour prendre la mesure d'un poids. Elle a reconnu la densité des choses qu'on a peur de lire. Elle a remis le paquet en place et a préféré ouvrir une boîte plus récente qui contenait des calques, plans du sous-sol, conduite, vide, zone d'humidité, on y voit un alignement anormal, couloir, citerne, niche, bouche d'air, l'architecte a dû croire bon de faire passer des voies entre la terre et les murs, la maison parle à ceux qui ont l'oreille, si l'oreille est jeune, elle obéit. Les nuits qui précèdent l'âge pèsent davantage que des semaines, la lune change d'idée au milieu, la laine gratte, le feu oublie de claquer, Amaury quitte son lit et s'arrête sur le seuil comme éduqué par une consigne que la maison lui donne, il tourne sur lui-même pour compter les angles de la pièce, s'agenouille pour écouter les lattes, se relève pour suivre la course d'un souffle entre 2 bouches d'air, son visage ne dit pas la peur, il dit l'attente. Héloïse le ramène vers la table et lui donne à faire des gestes qui relient, elle lui met une livre d'outils dans les mains pour démonter un loquet, elle lui fait plier des draps, elle lui demande d'enrouler des ficelles, elle s'épuise à greffer des gestes là où montent des notes basses. La veille du 21e anniversaire, l'intendante descend au plus bas, elle veut voir de ses yeux la citerne, elle passe par le couloir qui refuse l'appellation de galerie, elle traverse l'ancienne salle des bains de l'aïeul, elle trouve la porte de pierre qu'on avait juré fermée, elle pousse, l'air coule, elle se glisse dans la fraîcheur, la lampe ruisselle un jaune pauvre, elle marche au bord d'une eau ronde qui n'a pas besoin de profondeur pour effrayer, au-dessus d'elle la voûta. Gardez le motif d'anciennes étoiles, elle comprend que la citerne sous la salle peinte répond à la salle peinte par-dessous, le ciel et son reflet, la maison a 2 squelettes, celui de la pierre et celui du son, l'un multiplie l'autre. Elle pose à l'entrée une couverture roulée pour interrompre l'usage du couloir d'air, elle ferme dans sa tête une parenthèse que les siècles n'avaient pas voulu refermer, ce n'est rien,
un bourrelet de laine posé pour que les phrases cessent de circuler, à Roquemay la santé tient parfois à l'épaisseur d'un tissu. Quand elle remonte, la grande horloge qui n'a pas de cloche montre une heure qui travaille en marge, son cadran n'a plus de courage pour mentir, la maison s'assoit, l'air a perdu cette vibration qui griffe l'oreille, le bois cesse de marcher dans les murs, Amaury dort, souffle régulier mais trop compté, la main sous la joue, un trait d'encre séché sur le poignet, il a tracé 21 barres et a laissé la 22e vide. Le papier dit que quelqu'un a consenti à ne pas fermer la série. Héloïse éteint la lampe sans satisfaction, elle sait que les œuvres complexes ne se défont pas en une nuit. L'aube lui importe, pas la lumière pour les peintres, l'aube du registre, celle qui porte la marque de l'âge, elle surveille la maison comme un poumon, elle gare les voies, elle demande au cuisinier de broyer le café plus fin pour que l'odeur ressemble à une autre saison, elle impose au sacristain du bourg de garder la cloche muette jusqu'au 2e chant des oiseaux, elle fait reculer d'un pas les tapis du couloir. Elle glisse sous le seuil une poignée de cendre pour que le pied qui sort change son idée, on se moque parfois d'elle quand elle a le dos tourné, on appelle cela des superstitions, elle appelle cela de la correction, on corrige la maison comme on corrige une partition trop sûre d'elle. La journée passe en apnée, on travaille davantage aux pièces communes que dans les chambres, on traîne les bancs, on polit les verres au vinaigre pour effacer le goût de métal, on garde Amaury en mouvement sans le piquer d'ordre, on fabrique des miettes à disperser comme des balises, la maison avale, la maison rend, le soir vient sans théâtre, on ne met pas de chandelier, on préfère la lampe basse, on détourne les portraits en les couvrant d'un tissu fin. On laisse la galerie interdire à la nuit de prendre ses angles. La 21e nuit s'installe sans bruit, c'est le moment, d'ordinaire, la maison prend la main sur les corps, où les escaliers se tordent par l'oreille, où les murs deviennent des orgues, où les horloges se répondent, où l'héritier, debout, entre le sommeil et l'attention, accepte d'écouter trop longtemps, et dans ce presque rien les siècles jouent contre les vivants, Héloïse attend, elle n'a pas de prière, elle a des objets bien posés, elle a des rideaux bien lourds, elle a un couloir d'air bouché, elle a une cloche muette, elle a retiré du bois la teinte verte qui empoisonne les nuits, elle a un carnet dans la poche où 21 gestes tiennent la place du mot destin, elle sait que la folie se nourrit des chemins qu'on laisse, elle a passé la journée à fermer les chemins. Au centre de la maison une pièce n'a pas encore rendu son secret, c'est un réduit haut comme un homme sous la charpente, on y accède par une échelle qu'on cache avec un coffre, le plan ancien le nomme salle des mesures, on y lisait autrefois sur des tables étroites des chiffres que l'on croyait capables de dompter le réel, Héloïse n'a pas eu le temps d'y monter, la nuit la pousse, elle soulève le coffre, pose le pied sur l'échelle, sent le bois répondre, grimpe, pousse la trappe avec l'épaule. L'air sent le métal froid et le papier, sous la pointe du toit un appareil d'or, cercle, aiguille, lame, un dispositif de résonance fabriqué avec l'orgueil d'un siècle qui a cru régler le monde en le divisant par des nombres, l'aiguille centrale s'est arrêtée sur un trait numéroté 21, le cercle autour porte les mois, la pince à ressort tient une corde métallique qui court jusqu'à une bouche d'air de lait. La maison a possédé une machine pour accorder le château à l'âge des garçons, on ne sait si on l'a conçu pour les guérir ou pour vérifier qu'ils se perdaient bien à l'heure, peu importe, l'objet donne à la malédiction un cœur qu'on peut briser. Héloïse n'a pas le goût des foucades, elle dévisse, elle tire, elle casse ce qui doit casser, elle enfonce la pince dans une épaisseur de drap pour qu'on n'entende pas, elle libère la corde tendue, elle la laisse tomber dans le vide. On croit entendre en bas un souffle qui renonce, l'aiguille perd sa place, le cercle tremble puis s'apaise, l'appareil a vécu, la maison n'a plus son diapason. Elle reste un moment à genoux pour reprendre l'air, elle ne se félicite pas, elle écoute si le bois ne se venge pas par un craquement, rien, seulement le bruit de la pluie piquée sur l'ardoise. En bas Amaury se retourne, il dort encore, son souffle ne dévie plus, la pièce a perdu sa pulsation basse, la 21e nuit avance, il faut la traverser jusqu'au matin pour que l'histoire, une fois au moins, ne ferme pas sur le mot folie. La lignée n'est pas sauvée pour autant, la maison n'a cédé qu'une vis, la nuit n'est pas finie, mais quelque chose a basculé, non un miracle, une défection dans la mécanique, un vide posé au bon endroit. Le château n'aime pas cela, il garde en réserve d'autres pièces, d'autres couloirs, d'autres lignes, il faudra tenir jusqu'à l'heure où la pluie, par habitude, glisse du côté de la tour sud, il faudra empêcher les pendules de reprendre leur voie, il faudra repasser par la citerne pour vérifier que le bourrelet de laine tient, il faudra mesurer l'aube par la respiration d'un jeune homme plutôt que par le cadran. La nuit qui vient aura l'épaisseur d'une année, la maison le sait, l'intendante aussi, la folie revient par les chemins qu'on oublie, il ne faudra en oublier aucun, et l'héritier, sur le bord de son âge, apprendra peut-être que les murs, quand on les prive de leurs habitudes, perdent eux aussi la tête, juste assez pour laisser passer un vivant. La nuit se cala sur sa propre largeur comme une poutre posée trop longtemps au-dessus des jours, elle n'avançait pas en heure mais en densité, l'air se corrigea d'un rien après la chute de l'aiguille et l'on sentit, à même les charpentes, une hésitation du vieux bois, cette infime soustraction au bourdonnement qui, depuis des générations, emportait l'héritier vers la pente prévue. Le château, contrarié dans sa mesure intime, tenta d'autres prises, non par effet spectaculaire mais par ses circuits lents,
une coulisse de fenêtre laissa filer un contre-souffle, un contrepoids glissa d'une encoche, une trappe d'entresol vibra sur sa charnière sèche, autant de petits relais destinés à rendre au bâtiment le droit de parler à la tête d'un seul. Amaury dormait d'un sommeil d'animal en convalescence, sans rêve, calé dans un lit qui, pour cette nuit-là, avait été tiré loin des parois, au milieu d'une pièce désaffectée où la pierre ne savait plus se comporter en orgue, la chambre basse que l'intendante choisissait pour des raisons sans poésie, les murs réenduits, la voûte blanchie, le sol couvert de nattes lourdes, les angles cassés par des meubles temporaires. Cette pauvreté volontaire qui retire au lieu leur envie de diriger. Héloïse reprit le circuit, non pour se rassurer, pour maintenir la rupture. Elle glissa ses doigts sous le bourrelet de laine qui bouchait le couloir d'air de la citerne, le tissu tenait, humide de condensation, assez lourd pour décourager l'idée d'une voix. Elle visita, d'un pas mesuré, l'enfilade de l'aile, coupa du pouce les courants au bas des portes avec la bande de feutre cousue dans la journée, remit un pli à la tenture qui, sinon, formait un entonnoir acoustique, déplaça d'un quart de tour le vase en étain qui aimait refléter l'éclat d'une flamme et fabriquer, par cette réflexion, une percussion sèche dans l'oreille, le château perdait de sa ruse à mesure que l'on soustrayait des angles au hasard. Dans la bibliothèque, elle jeta une poignée de sel fin au pied des rayonnages, non par superstition, pour boire l'humidité et forcer l'air à se tenir, elle ouvrit sur un lutrin un atlas marin à la page d'une côte sans port, elle laissa la gravité d'une carte qui ne propose aucune entrée imposer sa sagesse au mur, elle n'attendait d'un dessin qu'un effet de masse. Plus haut, sous la toiture, l'appareil brisé demeurait comme un cœur muet, la corde, lâchée dans l'ombre, pendait dans un vide où la poussière retombait lentement, la salle des mesures avait rendu sa prétention, l'intendante souffla dans ses mains pour chasser le froid du métal et redescendit en comptant non les marches mais leurs défauts, crocs, fissures, accrocs, ces irrégularités qu'elle s'attachait à mémoriser. Car dans les maisons gouvernées par la répétition c'est dans le défaut qu'on respire. Le couloir sans titre s'ouvrit devant elle avec sa cadence brisée d'appliques déplacées et de rideaux lourds, la pierre y avait perdu son pas militaire, elle glissa le long du mur sans le frôler, coupa au passage la respiration d'une bouche d'aération avec une toile huilée, dans la pénombre elle songea, sans phrase, à l'ancêtre qui avait cru ranger les vents comme on range des hommes. Le registre posé à plat sur la table de la petite salle voisine demandait sa ligne, on ne note pas la victoire, on note la différence, elle y écrivit d'une main droite, à l'heure muette, appareil de résonance démonté, couloir d'air obturé, pendules étouffées, chambre basse maintenue, respiration stable, elle ne se donna pas la permission de choisir un mot plus fort, la nuit le refuserait, elle préféra la comptabilité utile au laurier. Le papier, assourdi, reçut l'encre sans s'étaler, signe, à ses yeux, que l'humidité reculait, c'est par de pauvres indices que l'on tient les grandes maisons. La pluie durait en rideaux minces, régulière, cette eau continue qui n'appartient ni aux orages ni au printemps, une eau qui colonise, qui s'insinue, qui fait du château une éponge si on la laisse. Héloïse, par réflexe, suivit sa course sur les ardoises, on lit un toit comme on lit un visage, on reconnaît les zones où les gouttes s'agrègent, on corrige d'un seau là où un chéneau hésite, on place sous une fuite une bassine avec un chiffon dedans pour que la goutte n'éduque pas l'oreille. Elle visita la grande salle, laissa sur la table longue des nappes repliées servir d'absorbant, elle retira une chaise du point exact où une goutte tenace tombait pour empêcher qu'un rythme se forme, le château, frustré, cherchait ses métronomes, elle les brisait avant naissance. L'heure du fond de nuit approchait, ce palier où le sommeil se recale ou se dissout, la minute où les héritiers d'autrefois se levaient, yeux ouverts mais absents, attirés par un angle, par un souffle, par une mesure intérieure à laquelle les murs répondaient, l'intendante prit place au seuil de la chambre basse, dos au couloir, elle n'avait pas besoin de voir, elle avait besoin d'écouter si le bois appelait. Un craquement dans la pièce voisine ne dit rien lorsqu'il survient seul, il devient. Une phrase au troisième, elle guettait les phrases, elle guettait les enchaînements, la série qui tue davantage que le coup, elle resta immobile assez longtemps pour que le dos lui apprenne la forme du battant, elle sentit passer sur la peau des bras un frisson que la fatigue fabrique au bord de l'aube, elle l'accueillit, le laissa passer, le corps a ses illusions, il faut les laisser sans les croire. Au bourg, la cloche tenait sa parole silencieuse, le sacristain, relié au château par une longue habitude, marchait dans la nef en comptant ses pas pour remplacer le tintement par un effort, la corde, enroulée, reposait contre la pierre comme une bête devenue docile, l'absence de notes hautaines ménageait les paliers intérieurs des pièces, Amaury tourna la tête sur l'oreiller, la bouche entr'ouverte, l'air passa, l'air revint, sans prendre d'emprise, sans précipiter. La ligne respiratoire traça sa route de bête sage. La cuisine, retenue, préparait un bouillon plus clair qu'à l'ordinaire pour le matin, la lueur sous la porte de l'office découpait un triangle de chaleur sur la dalle, l'intendante pensa à la matinée comme on pense à un port encore invisible, ce n'est pas un horizon, c'est un quai de pierre lisse où l'on attache les gestes aux anneaux. Sous la maison, dans un entre-deux jamais consigné dans les plans, un boyau de maçon a violemment rendu la parole à une eau qui ne dormait pas tout à fait, la citerne, certes, ne chantait plus, mais un mince reflux montait et descendait dans un tube, un souffle végétal, l'intendante,
qui connaissait la base continue du château, soupçonna une voix persistante, elle redescendit, lampe couverte, et prêta l'oreille à la pierre, l'obturation tenait, mais à côté. Le conduit voisin jouait son propre air, discret, indifférent, elle coupa, avec une cale en liège, cet échappé mineur, ce trait ténu qui, cumulant, finit par dessiner un couloir pour l'esprit, elle colla le liège avec une cire chaude prise à la bougie. Cette cire qui ferme mieux que les tournures mécaniques parce qu'elle prend au grain et au temps, elle resta jusqu'à ce que l'odeur retourne au neutre. Un étage au-dessus, la pièce dite des cartes respirait avec une patte lourde qu'elle n'aimait pas, elle entr'ouvrit une fenêtre en opposant un poids pour que l'air ne joue pas la harpe dans les fentes, elle glissa sur le seuil un tapis plié, elle détourna d'un doigt la flamme d'une veilleuse qui, sinon, battait irrégulièrement, la régularité, ce soir, était dangereuse quand elle ne venait pas du corps, elle s'appliqua à donner aux choses durables la souplesse qu'elle refuse. À la fin du circuit, elle sentit que la maison n'avait plus d'énergie à proposer, du moins pour cette tranche de nuit, elle s'autorisa à s'asseoir sur la première marche de l'escalier de service, pas pour dormir, pour mettre au repos l'attention qui avait trop tiré. L'aube, d'habitude, s'annonce par une aiguille plus claire sur la pierre du seuil de la tour sud, une aube horizontale qu'on voit glisser depuis la cuisine, cette fois elle arriva comme un gris dilué qui ne mordit rien, signe que la pluie restait, mais signe suffisant pour que l'intendante lâche un muscle, le registre, resté sur la table, attendit un trait, elle écrivit, aube passée, jeune seigneur intact, le mot intact n'était pas un triomphe, il était une photographie, un état des lieux, elle ajouta, appareil retiré maintenu, couloir calme, cloche muette, elle glissa le livre dans l'armoire et ferma sans bruit. La matinée n'accorda pas d'oubli, elle exigea de la maintenance, les pendules, étouffées par du coton pendant la veille, devaient être réglées à nouveau pour éviter de se fâcher plus tard, l'intendante retira la bourre de chaque cloche intérieure, rebondit les ressorts, imposa à l'ensemble une dérive douce, quelques secondes d'écart entre les pièces pour priver la maison de cœur, la cuisine reçut une consigne de faible nourriture, le bouillon à peine salé, le pain rassis légèrement grillé. La bibliothèque, encore humide au pied des rayons, demanda une passe de braise dans les bras de briques, la cire autour du conduit voisin de la citerne sécha, l'odeur de suie s'estompa. Amaury, debout, porta son poids jusqu'à la fenêtre, la pluie lui mit sur les épaules une fatigue neutre, il leva la main vers la vitre non pour la palper, pour vérifier la distance entre son souffle et le verre, le chatoiement attendu n'apparut pas, signe que l'air ne cherchait pas à découper sa place en mesure, le jeune homme marcha sans compter, ce seul détail émut davantage l'intendante que tous les registres, elle savait ce que c'est que de sortir d'un filet. On trébuche sur des cailloux qu'on ne connaissait pas, on cherche des repères, on trouve des ombres, il faudrait plusieurs jours pour effacer l'habitude. Elle accompagna sa marche par des tâches, un panier à vider, un linge à plier, une clé à rapporter, des poids à poser, elle aimait cette pédagogie de la main qui remet la tête à sa place. Au village, la nouvelle s'ébruita par une absence d'événement, la cloche n'avait pas sonné, personne n'était monté au petit matin, l'auberge ouvrit, la mercière resta derrière son comptoir sans sortir le ruban bleu caché, le sacristain prit le temps de balayer 2 fois, l'archiviste du bourg, qui aimait recenser les anomalies, notamment tellement que l'année produirait, dans la colonne de droite, un blanc peu commun, le curé s'abstint de commentaires. Des hommes regardèrent le ciel par-dessus l'épaule, cette façon qu'ils ont de chercher de la hauteur sans bouger, on entendit un souffle de bête au loin, la campagne reprenait sa routine. La maison, elle, ne renonçait pas à son passé, elle l'offrait par morceaux. Quand Héloïse retourna dans le réduit sous l'escalier pour remettre de l'ordre, elle découvrit derrière la boîte de globes fendue un petit coffret de bois taché d'un halo sombre, le couvercle, gonflé par l'humidité, céda au couteau, dedans, des objets qui n'auraient pas dû se tenir ensemble, un sifflet taillé dans de l'os, une lamelle d'ardoise portant 21 entailles fines, une mèche de cheveux roulée dans un bout de lin, un fragment de parchemin où l'encre, malgré les taches, laissait lire des mots en colonne, degrés, harmoniques, voix d'enfant, ces pauvres matières faisaient plus qu'un indice, elles dessinaient une méthode, un ancêtre avait peut-être cherché, avec l'assurance d'un siècle qui aime les mesures et les sacrifices, à caler sur une voix jeune une architecture entière, la folie devenait l'effet secondaire d'un accord monstrueusement tenu trop serré. Elle rangea le coffret dans un tiroir haut, elle ne brûla rien, elle ne brandit rien, elle comprit seulement que la machine démontée sous la charpente n'était pas une lubie isolée, qu'il existerait d'autres organes, d'autres relais, peut-être dans la tour sud, peut-être derrière les boiseries vertes, cette teinte que l'on accusait depuis longtemps par simple intuition et qui, souvent, contenait des sels que le corps refuse. Elle demanda au peintre du village de venir sans tambour, elle lui indiqua la bibliothèque, elle désigna la couleur, elle parla de moisissure, d'odeur, d'irritation d'yeux, elle obtint le démontage de panneaux bas, on retrouva, collé contre la pierre, un réseau de fines lames de cuivre serrées par des clavettes, des peignes invisibles qui, derrière le bois, faisaient vibrer l'air selon une longueur décidée, à la cadence que l'appareil perdu avait peut-être dictée. La maison était donc parcourue d'un second squelette, celui-ci métallique, et la folie, à 21,
trouvait là sa salle de répétition. On retira les lames, on les posa à l'atelier, on laissa la pierre nue respirer, l'odeur changea dans l'heure, plus minérale, moins métallique, la tête s'allégea d'un cran. On remplaça la teinte verte par un badigeon clair, on garda les livres ouverts à l'air pour que la pâte intérieure perde ses humeurs, on nota au registre l'opération sans grande phrase, l'intendante n'aimait pas proclamer. Le soir, Amaury s'assit sur le banc de l'ancienne orangerie, la pluie avait cessé, une vapeur montait des dalles, il ferma les yeux, non pour entendre, pour reposer cette zone derrière le front qui, depuis des mois, travaillait à l'insu de tous, il n'avait pas de mots pour ce qui s'était déplacé, mais son corps, qui sait avant la langue, relâcha un tendon, la main cessa de chercher le bois de la table à la recherche d'un rythme. Il resta là jusqu'à la première étoile avare. La nuit suivante, la maison tenta encore ses petites reprises, un souffle passa sous une porte, une pendule rattrapa 2 secondes, une marche se plaignit d'une vis, l'intendante, à son poste, comparait ses velléités à la manière d'un animal qu'on a dressé et qui tente de récupérer son territoire, on ne se fâche pas, on répète, on retire les clous inutiles, on graisse la vis qui grince, on impose au palier un décalage fin. La méthode à la politesse des femmes qui travaillent mieux que les légendes. Pourtant, au creux de la 3e nuit, un signe revint à la manière d'un rappel de dette, dans la citerne, malgré le bourrelet et le liège, malgré la cire, une suite d'ondes très légères fit, à la surface, un cercle après l'autre, 21 exact, Héloïse, penchée au-dessus de l'eau, en compta 19, puis 20, puis l'ultime rond, la peau du liquide reprenait la figure que la maison aimait, non par l'air, par la pierre peut-être. La résonance circulait autrement, elle se releva avec l'impression d'un ennemi déplacé. Elle suivit la ligne de pierre, reconnut au toucher une marche qui sonnait creux, elle fit venir le maçon, on souleva la dalle, on découvrit, dans un caisson, un vieux panneau de verre installé comme une membrane, le dispositif, par capillarité de maison, continuait de reproduire la signature, on retira le verre, l'eau se reposa, la figure renonça. Le maçon cracha de l'eau sur la pierre, non pour un symbole, pour chauffer la matière, l'intendante nota, dalle levée, membrane retirée, rond cessé. Elle comprit alors que l'affaire dépasserait la seule nuit, que l'histoire d'un âge tient à des couches déposées, bois, métal, verre, teinte, cloche, que l'on devrait détisser un textile entier, allège après allège, sans vexer la maison au point de provoquer un effondrement. Au fond d'un placard, en rangeant des couvertures, elle retomba sur le paquet de lettres qu'elle avait refusé d'ouvrir, l'humidité avait décidé pour elle, la ficelle se défit, les enveloppes, grises, collaient, elle détacha, feuille après feuille, la première missive portait la main régulière d'un oncle mort à 21, l'adresse, à l'ancêtre qui avait conçu les peignes et l'aiguille, racontait, sans plainte, la progression d'un son, d'abord au niveau des dalles, puis dans les boiseries, puis dans la propre cage du thorax, le jeune homme décrivait le moment exact où la note extérieure se confond avec le battement du cœur et la longe, il expliquait avoir tenté de se rendre sourd par des bouchons de cire, il disait que la pierre, alors, parle par les os, il nommait l'appareil sous la charpente, il s'excusait de sa faiblesse à la veille de son âge, il terminait par une phrase sèche, on peut faire taire la maison par en haut et par en bas, mais il manque un 3e endroit, au milieu, c'est là qu'elle recommence, et la lettre, tachée au coin, cessait. L'intendante rangea les feuilles sans juger, la phrase du milieu s'inscrivit à part dans sa tête, elle pensa à la galerie sans nom, au couloir des 21 dalles, elle pensa à un cœur de maison. Elle retourna dans le passage, retira les rideaux pour un instant, laissa la pierre se reconstituer, marcha lentement en posant le pied non au centre des dalles mais sur leur bord, perçut, au 9e pas, une légère fatigue dans le sol, au 15e, un renflement, au 21e, une quasi-décharge dans le mollet, la cadence existait encore en filigrane, sous le dérèglement imposé la veille, elle fit marquer au charbon les dalles fautives. Elle demanda au tailleur de pierre d'en enlever 1/4 de pouce ici, un chanfrein là, elle bricola l'horizontale, parfois, est plus maligne que la diagonale, elle empêcha la marche de fabriquer son champ. Elle reposa les rideaux, remit les appliques, recula la table d'un doigt, elle se méfiait de la tentation de tout défaire, elle aimait mieux décaler. Les jours suivants, la rumeur au village parla d'un château qui sonne moins, certains s'ennuyèrent, la majorité respira, le sacristain, sans s'en rendre compte, retint ses gestes, la corde glissa plus souplement, l'aubergiste oublia l'histoire pendant 2 midis entiers, signe d'époque. Amaury traversa sa propre saison comme on traverse une pièce débarrassée, avec une prudence nouvelle qui n'avait rien d'une fragilité, il posait ses mains sur les tables sans chercher leur réponse, il mangea sans hâte des repas qui avaient cessé d'être négociés par des consignes, il s'essaya à des courtes lectures dans des livres où l'on parle de plaine, il prit goût à surveiller les chiens dans la cour, il se surprit à ne plus compter, il en conçut non de la fierté, un étonnement doux. La maison, vexée mais polie, accepta cette émancipation partielle, elle offrit, par compensation, des craquements plus visibles, comme pour rappeler à qui voulait l'entendre qu'elle existait.
L'intendante, sans relâcher, maintint le régime, badigeon clair, lame retirée, membrane levée, peigne déposé, conduit bouché, pendule décalée, rideau lourd, rien de flamboyant, un art de vivre dans le réglage. La deuxième semaine après l'âge, au fond de la lande, un arbre isolé, que l'on dit frappé autrefois par la foudre le jour où un héritier s'était perdu, se redressa d'un rien, il avait supporté trop d'années de vent venant d'un seul côté, une taille au pied, discrète, le libéra d'une encre morte, il recouvra une verticalité moins tendue, le paysage, lui aussi, consentait à des réglages. Le château ne devint pas un lieu sain, il cessa d'être un piège. Les générations qui suivraient trouveraient encore des raisons de perdre la tête, car les hommes en inventent d'autres, mais la mécanique, la liturgie du nombre et du son appliqué aux enfants d'une maison, venait de recevoir une correction ferme, on avait déplacé la note. Il restait pourtant la part de sang que la rumeur protégeait en accusant des esprits, une maladie possible, un pli dans la lignée, quelque chose d'humain, de moins flamboyant que les pactes, plus entêté, qui demandait non des appareils à débrancher, mais du temps, des gestes, une sobriété durable. L'intendante en avait l'idée, elle l'arrangea avec les autres nécessités dans son cahier, faire dormir les jeunes dans des pièces où la pierre respire, imposer, autour des 20 ans, des travaux qui occupent les mains plus que la tête, retirer des murs les teintes qui agrandissent la nuit, ouvrir l'hiver aux airs du bourg en les décomposant, un métier de longue haleine. Elle se permit, ce soir-là, d'ouvrir la fenêtre de la salle des mesures, désormais muette, une brise pauvre se glissa sous la pointe du toit, elle ne portait plus que de la pluie séchée, elle avait cessé de transporter des instructions. Le registre, rattrapé, fit paraître, au bout de sa dernière page, une différence que l'on n'avait jamais lue, héritier passé, pas de bascule, mesure retirée, correction poursuivie, on colla au dos une feuille neuve, on lissa le cuir, on remit l'armoire à sa place, on respira. La maison n'oublierait pas, les hommes non plus, mais l'histoire, ce jour-là, accepta de changer d'axe tout en restant dans la même pierre. Les pièces attendaient encore la visite des décennies pour avaler sans rejouer, l'eau de la citerne demanderait encore des cales, la galerie sans nom réclamerait, tous les ans, une égalisation, l'appareil brisé sous la charpente se rappellerait aux menuiseries par des vides à combler, il n'y avait pas de fin, seulement une méthode établie. L'héritier, un matin de juillet, posa sa paume contre la pierre tiède d'un contrefort, ce geste simple qu'on fait dans les maisons qu'on décide d'habiter sans s'y perdre, il sourit sans théâtralité, il n'offrit pas ce sourire à quelqu'un, il le laissa où il était, à la surface d'un bloc qui, pendant longtemps, avait commandé des têtes, la pierre, indifférente à la joie des hommes, n'enregistra rien, mais la maison, par une série de petits renoncements, venait d'apprendre une chose neuve, il existait, dans le nombre 21, une autre manière de compter, celle qui ouvre au lieu de fermer, il suffirait désormais de l'entretenir. Le jour se fixa sur une pâleur durable qui ne promettait rien aux façades, une lumière d'entre-deux qui avantage les travaux silencieux et les corrections qui ne demandent ni applaudissements ni témoins. La maison, vexée et ralentie, sembla prendre pour elle ce demi-jour, elle se réduisit à son métier de mur et d'ardoise, elle cessa un instant de vouloir gouverner un âge. L'héritier, qui avait franchi sa nuit avec la sobriété d'un animal blessé mais sauf, traversa le matin comme une pièce qu'on a vidée la veille, il reconnut ses objets sans y chercher un ordre secret, il se laissa assigner des tâches où la main parle avant la tête, il noua des fagots, rangea des verres, porta de l'eau, s'accoutuma à ne plus compter en pas mais en poids, le corps apprend vite quand on lui retire la musique qui l'égare. L'intendante, elle, fit ce que font les gardiennes quand un piège a cédé, elle reconnut, en dessous de la victoire nette du registre, la profondeur d'une coutume, une mécanique qui ne lâcherait pas entièrement, elle ouvrit la maison comme un livre que l'on connaît trop bien et où l'on finit toutefois par trouver des lignes qu'on n'avait pas lues. Dans le tiroir haut où elle avait glissé le coffret taché d'un halo sombre, elle démonta les objets avec la patience de l'horloger qui sait que les dents cassent quand on tire trop, elle posa sur un linge clair le sifflet d'os, la lamelle d'ardoise au 21 entaille, la mèche de cheveux roulée dans un lin, le fragment de parchemin où l'encre survivante donnait des mots maigres et décisifs, degré, harmonique, voix d'enfant. La cohérence entêtée de ces matières lui indiqua un fil temporel plus long que la seule arrogance d'un siècle de mesure, la maison portait, dans ses coffres, la mémoire d'expérimentations étagées comme des strates, un ancêtre avait tenté de tirer de la pierre une obéissance supplémentaire, un autre avait ajouté des peignes, un troisième avait réglé des cloches à l'intérieur même des boiseries, chaque génération avait voulu rectifier l'instrument en l'affinant. La lignée avait pris goût à se mettre en jeu devant sa propre machine, la folie avait fait office de quittance. Elle remit les objets en ordre, non pour les conserver comme reliques, pour se donner une carte. L'archive du château n'avait pas la richesse des maisons qui aiment les éloges, elle alignait des livres de comptes, des quittances de bois, des reçus de pigments, assez pourtant pour reconstituer une économie de son. Au détour d'un cahier de l'année 1769, dans la colonne des dépenses, l'intendant trouva, entre des sacs de chaux et un lot de chandelles, la mention de 21 clous d'acier forgés au noir pour le couronnement d'une dalle, puis, 3 lignes plus bas, un achat de peau pour tapisser une niche au revers de la chapelle,
Puis, l'hiver suivant, la solde d'un compagnon venu de Lyon qui se disait habile en tunnel d'air, ces pauvres lignes, monotones et sèches, donnaient cependant leur repère. On avait par touches successives posé un réseau discret au milieu des pierres. La maison avait été voulue comme un instrument qui exige un soliste, l'héritier à 21, quand les os tiennent et que les nerfs avouent leur vitesse. La malédiction avait la ponctualité d'un concert. L'intendante ne chercha pas la fable, elle suivit les dépenses comme on suit un ruisseau. La chapelle, jusqu'alors tenue à l'écart parce qu'on aime dans les grandes demeures le parfum de dévotion qui excuserait tant de faire, demanda sa part de vérité. Sous le tabernacle où le bois avait pris un noir honnête, derrière la pierre tant frottée que l'angle en avait perdu son tranchant, un jour courait, souffle maigre qui ne sentait ni la poussière des siècles ni l'humidité simple des murs, un air à part, l'air d'une conduite. On déposa les candélabres pour ne rien exciter, on retira le panneau d'arrière, la niche révélée n'était pas cavité pour relique, c'était la bouche polie d'un tube pierreux qui descendait vers un bas, les parois intérieures portaient la trace des doigts du maçon qui l'avait lissé à main nue, le conduit ne savait pas prier, il savait faire passer, l'intendante coupa la course en bourrant la gorge d'une boule de laine brute trempée de cire, la chapelle en changea immédiatement de couleur, le son de ses pas cessa d'être aspiré vers l'autel. Il retomba sur les dalles. Elle nota au registre, bouche derrière l'autel obturé, souffle rendu au sol. C'est alors qu'apparut, par la lande, un indice venu de dehors, un berger qui passait chaque année sur le même trajet avait, sans s'en douter, taillé au pied d'un arbre isolé pour le soulager, la coupe avait libéré la courbe du tronc, la branche principale, tordue depuis longtemps vers le château comme aimantée, céda d'un doigt vers la plaine, la ligne durcie du paysage se déplaça, on put lire dans l'air une diminution infime de pression. L'intendante y vit une leçon, on corrige un piège par addition de correction, dehors et dedans, l'arbre consenti dans la lande allégeait la maison de l'épaisseur d'un cheveu. La tour sud, que l'orage ancien avait ébréchée, gardait encore dans sa chambre haute un lambris que l'on n'avait jamais repris, non par piété, par peur des surprises. On dévissa le premier panneau du côté de la fenêtre, on enleva le second, on trouva, sur le mur nu, à la craie grossière, un diagramme aux lignes courbes, cercle divisé en cette portion répétée 3 fois, des traits menant à des points dans la maison, la galerie des 21 dalles, la citerne, la salle des mesures, la niche de la chapelle, la bibliothèque verte, les cloches du bourg, au centre du cercle, un mot unique, cœur. On avait donc nommé ce que l'on cherchait depuis la lettre du milieu, on avait dessiné la place exacte où l'instrument prend sa force, non sur la charpente ni dans l'eau ni dans la chapelle, au centre de la grande salle, sous la solive maîtresse qui porte depuis des siècles le poids du ciel peint, l'endroit où la maison respire sur elle-même. Pour atteindre ce cœur, il ne fallait pas détruire, il fallait défiler l'habit jusqu'à la chemise. Le plan du rez-de-chaussée montrait, sous la grande table, une trappe qu'on appelait depuis toujours oubliette par commodité. On s'était raconté, pour s'en tenir éloigné, des histoires de punition et de basse-fosse. L'intendante n'aimait pas les fables qui masquent les fonctions, elle fit déplacer la table avec l'aide des valets, elle souleva la dalle avec des leviers et des sangles, on mit à jour un vide propre, ni puits ni prison, une cavité ronde doublée d'un coffrage de chêne. 3. Niche à petite hauteur de main, sur 2 de ces niches des couronnes de fer fissurées, sur la 3e, encore intacte, un cercle d'acier noir maintenu par 21 clous dont les têtes, intactes, reflétaient une clarté sans source. Le cœur était là, non spectaculairement, physiquement, une membrane de métal tendue dans le bois pour faire battre le plancher, amplifiée par la voûte peinte, nourrie par les conduits de la chapelle et de la citerne, calée par la salle des mesures, le château. Depuis 2 siècles, possédait une poitrine supplémentaire. À 21 ans, quand le thorax d'un homme coïncide pour la première fois exactement avec l'envergure dessinée par sa naissance, la maison lui confiait son cœur, elle l'imposait, elle calait sa colère ou sa joie sur ce battement étranger, et la tête, n'acceptant pas cette double commande, cassait. On n'arrache pas une poitrine à une maison comme on retire une planche, on lui parle par geste, on lui offre des équivalences, on la fait renoncer sans la brutaliser. L'intendante fit poser autour du cercle des sacs de sable pour amortir, elle fit desserrer de 2/4 de tour chaque clou en suivant une progression non circulaire, elle évita sciemment la manie du nombre, elle refusa 21, elle choisit le 13 ou le 10. Elle défit la couronne un jour sur 2 pour laisser à la charpente le temps de réapprendre sa pesanteur, elle nota au registre l'ordre des déposes, elle donna au valet des consignes de main plutôt que des unités, elle se méfia des calendriers qui flattent l'orgueil, elle fit travailler l'heure et non la date. À mesure que la couronne perdait de sa tension, la grande salle perdit ce voile d'air vibrant que personne ne sait nommer mais qui vous tient en lisière, le ciel peint, au plafond, offrit ses étoiles sans les faire trembler, les voix cessèrent de traîner une seconde ombre derrière elle. Amaury traversa la pièce comme quelqu'un qui passe un pont que l'on répare à mesure, il ne ralentit pas, il ne s'arrêta pas pour honorer l'art, il accepta seulement, à la surface de la peau, ce recul de la marée, il s'assit, à l'endroit exact où la table avait longtemps tenu sa royauté, sur un banc nu, il posa sa paume sur la dalle, il ne sentit pas de battement autre que le sien. La joie que ce vide provoquait n'eut pas besoin d'être nommée.
Elle se rangea dans le dos et s'y tint tranquille. La maison entendit l'aveu et n'insista pas. Le bourg, comme toujours, mesura la métamorphose en effet secondaire. On entendit moins, en fin d'après-midi, les grondements profonds qui traversaient parfois la vallée par temps d'orage. L'auberge, qui avait coutume de voir, à la saison des 20 ans, des jeunes hommes se mettre à contempler le fond des vers comme des oracles, observa qu'on y discutait des charrues et des pluies. Le sacristain, à la faveur d'une messe de semaine, se surprit à allonger un tant soit peu la note du petit. Battant sans que la nef prenne l'envie de renvoyer la vibration au château, l'archiviste du bourg, auquel rien d'humain n'échappe quand on l'inscrit à la plume, collationna les actes de décès anciens pour vérifier l'âge exact des héritiers trépassés. Il dut admettre que l'allure régulière des 21 ne tenait pas seulement à une malédiction mais à une liturgie de pierre, un calendrier de sal et d'air, désormais disloqué. Les vieux prirent plaisir à ne pas conclure. La correction centrale exigea des soins pour éviter une revanche. On monta, autour du vide, un cadre de bois qui respectait la respiration des dalles en leur offrant une retenue. On plaça entre la membrane de métal et le coffrage des feutres épais pour absorber le reste d'entêtement. On déposa les 2 couronnes fissurées pour les porter à l'atelier et les oublier sur une étagère. On scella aux niches des rebords plus larges pour que des mains trop curieuses n'y reposent plus d'objets lourds. On écrivit, dans le livre, ce mot rare, apaisement, non pour célébrer, pour décrire la densité de l'air. En retirant les clous, on constata qu'ils avaient été frappés à même l'atelier de la maison, tête légèrement irrégulière, fer qui avait connu la tourmente. On trouva, sur 3 d'entre eux, un minuscule éclat de verre soudé, preuve que les couronnes, autrefois, s'accordaient à des lames vitrées posées dans les murs. La maison transportait dans son ventre la trace d'un accord perdu, elle en gardait les cicatrices. Elle accepterait de vivre avec cette mémoire si on lui apprenait une autre tenue. L'intendante le savait, elle lui répondit à la manière d'une gouvernante qui apprend à un enfant un nouveau pas. Elle lui proposa, dans l'ordre des jours, des rythmes neutres, repas à heure souple, pendule décalée de quelques secondes, porte qui ne claque pas, cloche abaissée, lecture en plein air. Elle planta, derrière la tour sud, un massif d'arbustes bas qui brise le vent sans l'humilier. Elle demanda au jardinier de tailler la treille de la cour en désordre apparent pour qu'aucun alignement trop franc ne se propose au regard. La maison, privée de ses rails, a pris le sinueux. À mesure que le cœur de métal perdait sa prétention, une autre question que la rumeur recouvrait encore du mot sang, se laissa approcher. La lignée avait peut-être, par un pli d'humeur, par une habitude de nerfs, par une consommation lente d'hommes élevés dans un théâtre sonore, accumulé une fatigue transmissible, une propension à écouter trop. On ne corrige pas cela par un levier, on travaille, on redresse par des gestes modestes qui convoquent le corps. On réécrit la maison comme un manuel. On y inscrit des recettes de santé qu'on tient en commun. L'intendante rédigea, sur un cahier non officiel, un protocole domestique sans emphase: dormir au ras de pierre la première moitié des nuits de l'hiver, manger chaud léger quand la pluie s'épuise, bouger les tables 2 fois l'an, ouvrir la salle haute 3 dimanches de suite pour déshabituer la voûte, faire travailler les jeunes dehors quand les pendules se réparent, changer les teintes qui s'impriment trop aux yeux, laissez-les chiens gouverner les heures juste avant la nuit. Ce petit livre, posé sur une étagère de cuisine, ferait plus que les blasons. Le hasard des eaux révéla un dernier couloir discrètement obstiné. À la suite de la dépose des couronnes, une suintement apparut dans l'angle nord-ouest de la grande salle. L'humidité, d'abord honteuse, trouva son lit, dessina un chemin fin le long d'une plinthe. Le maçon, appelé pour une passe de chaux, remarqua que la veine suivait exactement la ligne qui, sur le plan ancien, reliait la salle à la niche de chapelle. On avait déplacé l'air, l'eau, obéissant à sa manière, tentait de reprendre la route. On creusa au pied du mur, on sortit 2 pierres plates disposées comme un seuil enfoui. Sous elles, un léger vide, un conduit mort. La maison reconstituait ses vieux chemins, retenus mais fidèles. On remplit le vide de sable, on reposa les pierres, on coupa la tentation, l'humidité recula, la plainte sécha comme un front. La nuit de la Saint-Jean, que l'on nomme au bourg pour ses feux et ses herbes, apporta à la maison un test d'une exactitude insolente. Le 21 de juin, même si la lignée avait renoncé à compter en ce nombre, posait une dent de calendrier que la maison connaissait trop. Les fenêtres ouvertes reçurent un air tiède qui portait des chants venus de la vallée. Les feux, sur les buttes, éclaireurs ordinaires des nuits d'été, fabriquèrent des colonnes de chaleur qui firent bouger l'air dans les conduits. La tentation d'un accord ancien se présenta dans la charpente. Un grondement presque joyeux menaça de s'installer sous la solive maîtresse. L'intendante, qui avait appris la maison comme un instrument dont elle est devenue musicienne de réserve, opposa à cette remontée la lenteur de gestes préparés. Elle fit refermer les fenêtres une à une pour décaler les courants. Elle posa au centre de la salle, sur la trappe, un grand tapis roulé qui absorba la velléité. Elle imposa aux pendules une légère avance qui empêcha la simultanéité. Elle demanda au cuisinier de remplir d'eau froide 2 terrines posées sur les dalles. Le froid épaissit l'air à hauteur des chevilles. La note chercha sa route.
ne la trouva pas, renonça, la Saint-Jean passa sans buter sur le vieux chiffre, la maison avait appris une autre saison. Le lendemain, au fond du lambris de la tour sud, derrière le panneau où le cercle avait été tracé, on découvrit glisser dans une feuillure un petit feuillet de plomb, mince plaque gravée au poinçon, plan retouché, 21 points reliés en 3 triangles, centre marqué par une croix non chrétienne mais de charpentier, au revers, des chiffres griffés sans pudeur, 1698, 1719, 1740, 1761, 1782, 1803, la suite s'arrêtait là, les dates espacées de 21 ans, non pas la liste des morts, la liste des réglages, on rectifiait, à la Saint-Jean, selon un calendrier d'orgueil, l'instrument, on remontait la couronne, on retendait, on faisait coïncider les ossatures pour que la lignée reste obéissante à sa propre machine, l'intendante posa la plaque de plomb sur la table, la maison attendit son jugement, elle ne brûla pas le métal, elle ne le pendit pas, elle le rangea au tiroir des pièces neutralisées, avec les lames de cuivre, les membranes de verre. La pince, la corde rompue, la correction n'a pas besoin de bûcher. La 3e semaine, le rayon du soir trouva, en passant par le sud, un mur qu'il n'avait jamais atteint, la poussière y dessina une pente douce, on aurait pu dire hasard, l'intendante y vit la signature d'une maison qui consent à la nouvelle écriture, on polissait moins, on ajustait davantage, on vivait plus bas, moins tendu, on faisait place aux erreurs qui empêchent les catastrophes, la lignée, pour la première fois, rêva des 21 ans comme d'une date qui appartiendrait aux vivants. Non à la maison, dans le registre on colla un feuillet propre, au-dessus des lignes consacrées aux bascules, on écrivit, en titre, correction de l'âge, on aligna en dessous, sans lyrisme, les gestes qui ont déplacé le destin. Le cœur de métal, en bas, n'était pas devenu muet, il battait encore à peine. Comme un souvenir physiologique que l'on respecte pour ne pas provoquer des douleurs fantômes, l'intendante posait parfois la main sur le bois pour vérifier qu'il accepte d'être un plancher, elle s'étonnait de l'intensité des habitudes dans les maisons, elle apprit à se méfier des retours, elle garda, sur l'étagère, prête, la boule de laine, la cire, les lièges, les sables. Elle imposa au calendrier des interventions. Modeste à périodicité irrégulière, elle refusa de donner à la maison l'occasion de se recomposer selon un rythme fixe, c'est par l'irrégularité que l'on vainc les mécaniques de malheur. Amaury prit, pour la première fois, la route du bourg sans escorte, il marcha sous le tilleul où l'on dit que son arrière-grand-père s'était arrêté la veille de l'âge pour écouter ce que la maison lui demandait, il ne s'arrêta pas, il emporta, en passant, la neutralité des pierres, il redescendit avec un sac de farine et une poignée de clous d'atelier, clous sans prétention, destinés à tenir des planches, non des destinées. Il traversa la cour sans que les chiens offrent la tête, il rentra et posa les clous près de l'établi, l'intendante, en rangeant, constata que cette simple présence suffisait à reprendre possession de la géographie, on habite un château en posant des clous ordinaires sur une table. Le village, déjà prompt à convertir l'exception en méthode, reçut de la maison des demandes étranges et utiles, un menuisier vint régler un couvercle de coffre qui avait appris à claquer, un maçon pratiqua dans une paroi un trou minuscule qui permettrait au vent de ne plus s'entasser dans le coin nord, la mercière fournit des tissus épais pour couvrir 3 miroirs que l'on conservait pour leur cadre mais que l'on refusait désormais de laisser gouverner les entrées. Le sacristain proposa, à la place d'une cloche triomphante, une petite clochette intérieure qui annonce seulement les offices sans prétendre articular les heures du château, l'aubergiste livra un banc avec un défaut volontaire qui accroche la lumière et la casse, on apprit à aimer les irrégularités, l'époque appela cela modernité par maladresse, la maison appelait cela santé. Au fond de la lande, l'arbre qui s'était redressé un peu accueilli, au début d'août, une couronne de feuilles plus réparties, le ciel peigné de nuages donna au château une lumière qui y allait mieux que la clarté tranchante des mois précédents, la peinture du plafond cessa de vouloir rivaliser avec la nuit, elle se contenta d'être un souvenir d'atelier, l'intendante posa, au bas de la trappe, une planche où elle fit écrire d'une main nette un avertissement sans grandiloquence, mécanique. Neutralisé, accès réservé aux réparations, elle signa nom de son fonction, intendance, la maison, qui n'aime pas les noms propres quand ils prétendent dominer, accepta cet effacement poli. On pourrait croire que l'histoire, à ce point, se contenterait d'un repos, la maison obtint, à son tour, son droit à l'ultime ruse, sous la pluie de septembre, une vibration infime parvint de la tour sud alors qu'on avait retiré les lames, la source n'était plus dans les murs, elle venait de la girouette, faire découper en forme de bête héraldique, qui, par vent soutenu, faisait sonner l'arête sur l'ardoise, accord fragile mais obstiné, l'intendante monta, à l'aube, avec le charpentier, ils décalèrent d'un doigt l'axe, ils posèrent une rondelle de cuir entre l'acier et l'ardoise, la bête se remit à tourner sans chanter, petit geste tardif qui clôt mieux qu'un discours, car les maisons, comme les lignées, sont moins vaincues par les grandes décisions que par la somme de corrections minuscules qui empêchent l'ancien ordre de retrouver ses appuis. Le registre, cette fois, n'inscrivit pas de mots, il reçut seulement la trace d'une main qui, par la pression même, disait assez.
Héloïse, le soir, dans la salle devenue simple, ouvrit son cahier sans tête de chapitre, elle ajouta une ligne que les suivantes liraient sans appétit d'anecdote, cœur neutralisé par la patience, l'âge passé sans bascule, correction à maintenir sans calendrier, préférer le sinueux au droit, se méfier du verre et des symétries, laisser au vent des issues, opposer au nombre une main, elle referma, rangea, posa la bougie, traversa, sans lui rendre de pouvoir, le couloir qui, autrefois, donnait la cadence au pas, et, dans le silence sans musique qu'elle avait gagné pour d'autres, elle sentit que la maison, enfin, avait accepté d'être une maison. Quand une maison rend sa voix on entend, très loin derrière le silence nouveau, une rumeur d'archives qui se mettent debout, les détails s'assemblent comme des copeaux qu'un geste avait repoussés depuis des années, ils reviennent à la surface avec la modestie des preuves, ils n'obligent pas, ils indiquent. L'intendante s'en remit à cette manière de recevoir, elle rangea d'abord l'évidence récente, la couronne relâchée au cœur du plancher, les peignes de cuivre déposés derrière la bibliothèque, la niche de chapelle bouchée, la citerne calmée, la salle des mesures rendue à la poussière honnête, puis elle autorisa les couches plus anciennes à remonter. Un livre d'heures aux marges trop nettes, oublié dans une boîte de velours noir, offrit, en pliant sa reliure, la fine couture d'un ajout, une main du siècle précédent avait glissé sous le cuir un cahier plus mince que du papier, une peau raclée jusqu'à la transparence, des signes serrés y formaient non des prières, un manuel de réglage, non des pièces placées en colonne, flèches vers des conduites, schémas de cordes et de clous, conseils pour les hivers humides, annotations contre les vents. Au bas d'une page une mention revenait comme une signature, recteur des sons, le titre d'un homme qui, visiblement, avait passé pour un serviteur mais s'était réservé un rang. Les dates inscrites à côté des opérations se superposaient aux années de Saint-Jean que la plaque de plomb avait listées. On avait remis le château au ton, selon un rite sans bénédiction, tous les 21 ans. Le nom du recteur, noté sans emphase en tête du cahier, appartenait à une lignée du bourg, ni noble ni cléricale, une famille d'artisans que les registres municipaux rendent au moyen des mêmes mots depuis des siècles, charpentiers, couvreurs, fabricants de lambris, descendance pauvre et appliquée. La maison avait donc recruté dans la vallée un homme de métier pour tenir, de l'intérieur, l'instrument, et l'avait élevé au rang d'ordonnateur invisible des âges. Le scandale était moins dans cette délégation que dans la fonction elle-même, il ne s'agissait pas de réparer, on modifiait, on accordait, on rendait la pierre complice d'une idée qui dépassait la charpente. Le cahier, en plus des astuces, livrait des obsessions, 21 dents sur un engrenage de girouette, 21 rayons pour un éventail de bois placé derrière une grille, 21 plis aménagés dans la tenture de l'aile. L'intendante avait neutralisé les organes majeurs, mais la peau du château restait piquée de petites épingles, de ces détails qui ne détruisent pas un corps, l'abaisse. Au revers d'un feuillet, une main secondée, moins sûre, plus nerveuse, avait ajouté des lignes de sang neuf, on y lisait la fatigue d'un recteur plus jeune, l'impression d'un métier qui use avant d'instruire, des notes sur la manière de résoudre un conflit entre la tour et la salle, phrases sèches qui s'achèvent sous la pression d'une obligation, au milieu de la page un arrachement, le parchemin manquait. La couture montrait qu'un lecteur avait choisi de retirer la consigne la plus importante. Sans doute au moment où l'usage se hérissait d'un scrupule, la maison avait donc son hérésie, un recteur avait tenté de couper la chaîne et un autre avait recousu. La lignée des de Roquemay n'était pas seule à s'être prise au filet, le bourg aussi portait une part d'obéissance, il fallait apprendre à corriger autant les mains du château que les habitudes du village. C'est à ce moment que la réalité ordinaire reprit ses droits par le biais d'une jalousie pauvre, le cousin d'Amaury, un héritier de côté qui n'avait jamais renoncé à compter sur l'accident d'autrui, avait multiplié, au bourg, les présences au repas, il s'était montré sous des prétextes polis à l'orée des terres, il avait flirté avec les valets sans retenue, il avait feint l'indifférence avec toutes les maladresses des hommes qui jouent une partie qu'ils croient close. Et la maison, qui reconnaît la fin des seconds, avait laissé traîner des signes, un battant entrouvert dans la tour sud, un coffre mal refermé, une clé innocente posée sur l'appui d'une fenêtre, rien de spectaculaire, l'ensemble composait pourtant un couloir, l'intendante en devina la logique diffuse, car la malédiction, pour laisser des héritiers en charpie, avait eu besoin de collaborateurs involontaires, le château ne tue pas seul, il se sert des regrets. La nuit où le vent changea de bord, une vibration fine remonta par la toiture alors que la girouette, en cuir, s'occupait désormais de tourner sans chanter, la source ne venait pas de là-haut, elle s'éleva du flanc de la maison, du côté d'un ancien garde-manger dont la cloison avait été renforcée au siècle dernier par des planches de peuplier, bois tendre qui se prête au son. L'intendante, attentive comme on l'est à une douleur revenue, sentit la vieille cadence cherchant sa place, elle traversa la cour sans faire de hâte, elle glissa la main dans la rainure d'une porte, elle poussa le battant, dans le lambris du réduit une mince lame, posée ce jour même, vibrait comme une langue, un roseau métallique, fabriqué pour un orgue ou pour un sifflet, coincé entre deux planches, c'était assez pour que la maison retrouve une note mère et se rejoue, elle retira l'objet sans bruit, elle constata, à la poussière déplacée, que la pause n'avait pas plus d'1 heure. Elle rangea le roseau au fond d'une poche, elle referma,
elle revint sur ses pas sans écrire, la correction n'avait pas besoin de témoins, elle avait besoin de suite. Le lendemain, un valet s'étonna qu'il manque un outil à l'atelier, l'intendante ne répondit pas, elle posa, sur la table du cousin, un panier de fruits en saison, elle ne voudrait pas éduquer la malignité par la confrontation, elle préférait désamorcer l'appétit par un excès de calme. L'équinoxe d'automne approchait, moment où les pois se déplacent sans bruit et où les vieilles machines réclament d'elles-mêmes une remise à niveau, les bassins se vident aux mêmes heures, les pendules ajoutent leurs secondes, la pluie hésite. La maison réclamait maintenant une correction que les gestes isolés ne suffiraient pas à produire, il fallait faire entrer l'air d'ailleurs, l'intendante proposa, au bourg, une journée ouverte qui n'eut pas le goût des fêtes, elle annonça, à voix basse. La pose d'un marché dans la cour basse, elle invita les charrettes à se aligner contre le mur nord, elle demanda aux enfants d'apporter leurs jeux, elle plaça aux portes des pièces les plus obstinées des paniers de tissu, elle laissa les pas étrangers, les voix qui ne connaissent pas les coutures, se répandre par couches, on n'éduque pas les maisons seulement par des outils, on leur propose d'autres usages, la grande salle, occupée par des bancs bancals, accepta la rumeur de la farine et du cuir, la galerie sans nom, ornée de draps roulés, reçut la cadence désordonnée des pieds, la chapelle, ouverte, resta muette mais cessa de tendre l'oreille, la citerne, tenue, garda son eau avec l'ennui des profondeurs quand on ne les regarde pas. Au soir, l'auberge compta moins d'histoires et plus de vin vide, signe que l'extraordinaire s'était rangé sous le quotidien. Le registre, le lendemain, nota en 3 mots l'effet obtenu, fou l'utile passé. La plaque de plomb, posée au tiroir, continuait de lancer son défi de calendrier. Un soir, sous la lampe, l'intendante superposa aux dates gravées la liste des héritiers tombés, les chiffres, sans coïncider parfaitement, coïncidaient assez pour que la machine et le sang apparaissent ensemble, la malédiction ne tenait pas dans le ciel, elle tenait dans la manière d'inscrire les vies dans un instrument. Au revers de la plaque, la succession des années s'arrête au début du siècle, comme si, entre la peur des guerres et l'orgueil des reconstructions, les héritiers avaient préféré un théâtre plus visible que celui de la maison. L'intendante en déduisit que le dernier recteur n'avait pas transmis son métier, la chaîne s'était rompue de fait, la maison avait vécu un demi-siècle sur son élan, la folie, privée d'entretien, s'était segmentée en accidents, c'est cette fragmentation qu'elle avait trouvée dans les archives en morceaux. La correction qu'elle menait n'était pas une rupture pleine, c'était l'acceptation d'une chaîne cassée et le refus de la raccorder. L'hiver revint avec une modestie saine, la pluie, devenue neige, posa sa peau sur les toits, la charpente, ralentit, cessa de se prendre pour un instrument, la grande salle reçut un tapis simple qui n'acceptait pas les coutures droites, la bibliothèque, repeinte, accepta les livres sans rendre d'odeur, la tour sud perdit sa hargne contre le vent, la chapelle retrouva à la voix une profondeur juste. L'aile laissa filer ses courants par les fenêtres plutôt que par les conduits, le cœur du plancher, apaisé, demeura en repos, la trappe, couverte, cessa d'être un point d'orgueil. L'héritier, qui avait passé son âge, s'occupait désormais à des tâches d'homme, il prenait la décision de déplacer un banc sans y chercher un présage, il acceptait la lourdeur d'un seau d'eau sans supposer une intention, il offrait au chien l'autorité d'emmener la promenade, il avait renoncé au compte qui enferme, il gardait, au fond du regard, la prudence de ceux qui ont dû se retirer d'un bord. Le cousin, voyant l'exception se prolonger, tenta un mouvement plus grossier, il acheta, au bourg, pour une somme qui sentait l'avidité, un lot de pièces d'orgue qu'on avait sorti d'une église ruinée, il passéa, une nuit, le long de la grille du potager, il laissa sous le noyer, côté des anciennes cuisines, un sac de toile grise dont la couture brillait d'un fil neuf, l'intendante, au matin, reconnut dans la raideur du tissu la prétention d'un piège. Elle n'ouvrit pas, elle fit porter le sac. À l'atelier, elle le posa sur la table, elle coupa à un angle, les lames courtes roulèrent dehors avec un bruit que l'on identifie encore quand on a démonté des peignes, elle sourit sans théâtralité, elle les rangea avec les autres pièces neutralisées, elle nota, sac posé, pièce éteinte, elle ne convoqua pas la police du bourg, la maison est mieux servie par une mémoire que par une punition, et le cousin, apprenant par personne l'échec de sa tentative, s'abîma dans le mutisme des joueurs pris au jeu. Derrière l'atelier, un mur cacha une surprise tardive, l'ancien puits, bouché depuis 100 ans, offrit, sous la neige, la trace d'un carré plus clair, la pierre, à cet endroit, avait toujours gardé un froid plus ferme, la correction des conduits avait déplacé la respiration du sol, l'intendante fit ouvrir la margelle, on retira, pierre après pierre, un comblement fait de briques et de sable, au fond, à peine à hauteur d'épaule. On trouva une bague de fer reliée à un anneau scellé, l'outil d'antan, destiné à tendre un câble vers la citerne, un reste de la machine. On scella, on referma, non pour cacher, pour rendre, le puits retrouva sa fonction de réserve, le cercle d'eau, en bas, recueillit la pluie du lendemain, la maison, repliée sur des métiers simples, parut reconnaître ce retour à l'usage. La neige, en janvier, fit taire les routes et mit au repos les hommes des champs, on eut le temps de reprendre la lecture du manuel glissé dans le livre d'heures, à la dernière page, gratté jusqu'à l'os,
une phrase courte posait la seule morale possible dans un château qui a tenté d'accommoder les vies aux chiffres, ne pas confier au nombre ce qui revient à la main, laisser aux maisons leurs défauts, refuser les cœurs de métal, ouvrir les fenêtres au hasard raisonnable. Opposé au destin là. Patience des corrections, l'intendante recopia les mots sur son cahier, elle posa le livre d'heures dans une boîte qui ne calerait plus, elle marqua d'un fil rouge le dos du registre pour que les suivantes retrouvent la ligne, elle rangea, avec un soin égal, les peignes, les lames, les membranes, les clous desserrés, elle appela cet ensemble l'armoire des erreurs utiles, armoire qu'on ne montrera pas, armoire qui, par sa seule existence, empêcherait les mains impatientes de reconstruire la machine. Au bourg, le sacristain, qui avait refusé la cloche la nuit de l'âge, reprit la corde comme on reprend une respiration, il avait compris, sans grand discours, que son instrument n'était plus appelé à servir de métronome au château, il tint la note moins longtemps, il laissa le silence se poser entre les tintements au lieu de le combler, l'aubergiste découvrit qu'il vendait autant de pain quand on ne racontait pas les malheurs de Roquemay. La mercière ne garda plus le ruban bleu sous le comptoir. Le menuisier, appelé pour un défaut de marche, remercia d'une gorgée de vin, l'archive du bourg remit à plat une page consacrée aux accidents d'héritiers et écrivit, en marge, à la mine, Roquemay rectifié. Dans la grande salle, sous le ciel peint désormais docile, un concert unique se produisit une fin d'après-midi de février, non un orchestre, 3 enfants du village, violon, flûte, vielle, ils jouèrent court, désaccordés d'un rien, ce qu'on appelle parfois des bourrées dans les vallées pauvres, airs qui ne s'installent pas, qui refusent les rondes parfaites, musicaux comme des pas, la maison accueillit ce qui autrefois l'eût vexé, le cœur de bois ne tenta pas de se mêler. Le plancher ne souleva pas la mesure, la voûte laissa filer les notes comme on laisse passer une saison, l'intendante, au fond de la salle, resta debout, elle n'applaudit pas, elle rangea ensuite les bancs et laissa les dalles recouvrir ce petit événement le temps qu'il faut pour qu'il ne pèse pas trop. Au printemps, les travaux d'entretien prirent l'allure d'une politique, on cessa d'opposer les gestes aux vieux récits, on décida de les superposer, on recouvrit de chaux les angles rugueux, on planta des arbres pour casser des axes plus anciens, on modifia la pente d'une allée qui filait trop droit, on conserva la plaque de plomb et les instruments neutralisés comme preuve des erreurs corrigées, on demanda aux enfants, à l'école du bourg, de dessiner le château sans le draper des histoires. On leur dit d'y placer des chiens, des paniers, des cordes, des seaux, ils posèrent, rieurs et sérieux, des fenêtres ouvertes et des toits tordus par la neige, la maison, vue par des mains neuves, accepta de s'affaisser à l'image, elle fit sa part. La veille d'un orage franc, l'intendante monta encore, par assurance, dans la salle des mesures, elle constata que l'appareil défait n'avait plus d'appétit, la corde rompue pendait raide, les cercles dormaient, une poussière sans résonance tapissait le plancher, elle ouvrit la lucarne, l'air la tira par les cheveux, elle pensa, sans avion de victoire, que la malédiction, si on tenait à ce mot, avait glissé de la maison vers une armoire. Elle ne valait plus qu'en pièces détachées, ce déplacement suffisait à sauver une génération. Amaury, ce soir-là, rangea ses outils, il posa sur la table un clou, un vrai, destiné à la menuiserie, il prit le chemin de la cour, il leva la tête vers le ciel peint délavé qui n'offensait plus, il passa sans le regarder, il habitait, enfin, un endroit qui avait renoncé à réclamer son âge. Au loin, dans la lande, le cousin prit le parti de s'éloigner, non par conversion, par épuisement, il avait tenté et échoué sans témoin, la maison avait refusé de lui servir d'allié, il cessa de fréquenter l'auberge, la mercière l'ignora juste assez, le sacristain lui vendit des cierges sans lourdeur, le bourg, fidèle à sa manière, rangea l'épisode sans le citer, la malice ordinaire n'y trouva pas son compte, elle quitta le terrain. Le cycle s'achevait sans fanfare, on avait déplacé l'âge par correction, demeurait la dernière figure, celle qui donne au récit leur morsure, l'origine inscrite dans une faute, un ancêtre que les vieux appellent encore par un prénom de Pierre, celui qui aurait enfermé la parenté dans les lignes d'une machine. Les archives, au moment où l'intendante s'apprêtait à refermer l'armoire, lui livrèrent ce qu'elle n'avait pas demandé, au fond d'une chemise buvardée. Un reçu signé de la main d'un charpentier venu d'une ville lointaine, contenant la mention d'un paiement pour l'assemblage d'un cœur de métal, avec en marge une note du seigneur d'alors, non pas la justification, l'orgueil, faire tenir les fils par le nombre, imposer aux héritiers une tenue, éviter les écarts par la cadence, ces quelques mots sans honte disaient l'absence de démons et le trop plein de volonté, c'était à la fois moins romantique et plus grave, on avait entrepris, en pleine conscience, d'assujettir les vivants. Au dessin d'une salle, l'intendante roula la chemise, elle en fit une preuve de plus pour le tiroir du plomb, elle refusa de l'offrir au bourg en pâture, elle préféra garder à la maison le droit d'apprendre sans être insultée, la réparation a besoin de dignité. La veille de l'équinoxe de printemps qui scelle la boucle, elle fit un dernier tour, non fébrile, le doigt sur les plinthes, la paume sur le bois, l'oreille sur la pierre, le nez à la fenêtre, elle trouva tout à sa place imparfaite, les pendules décalées de 2 secondes, la girouette docile, la citerne étale, la chapelle grave, la galerie sans cadence, la grande salle contente, le chœur, sous la trappe,
réduit à son métier de support. Elle laissa sur la table de cuisine son cahier, ouvert à la page des corrections, pour que la jeune fille qui apprenait avec elle les métiers d'intendante lise en avançant. Elle glissa, dans l'armoire des erreurs utiles, un billet qui disait peu, ne pas toucher aux pièces, ne pas vendre, ne pas jouer, préférer l'ombre au prestige, tenir. La suite, désormais, demanderait moins de bravoure que de constance. L'histoire qu'on se racontait à Roquemay pouvait conserver son goût pour le noir. Elle avait changé de moteur, elle n'attendait plus le 21 comme une dent fatale, elle invitait, chaque semaine, à la même patience. La dernière ligne du registre, avant qu'on ne tourne la page pour un autre siècle, reçut l'écriture d'Héloïse avec la calme certitude des choses acquises, héritier passé, maison maintenue, méthode transmise, et, à l'encre plus claire, une proposition qui valait pour demain, si un jour la pierre recommence, ne pas l'affronter par éclat, revenir au défaut, reprendre la main, tenir le fil irrégulier, préférer la santé au théâtre. Le château, pour la première fois depuis qu'on y alignait des noms, répondit par une absence d'écho. L'équinoxe, le lendemain, passerait comme passent les saisons qui n'ont plus d'orgue. Le temps, en reprenant sa marche d'horloger nonchalant, posa sur Roquemay une patine que les récits aiment mal, une simplicité têtue faite de réparations, de lessives étendues trop tôt, d'averses qui corrigent ce que la chaux a laissé en attente. L'hiver se replia sans drame sur la charpente, le printemps entra par les marches basses, l'été renvoya les rossignols vers la lande, l'automne plaça dans les coffres des réserves qu'on compte les yeux secs. La maison, rendue au métier de mur, s'essaya à la modestie prolongée, elle consentit au jour à la condition qu'on lui refuse de redevenir instrument, et l'intendante, qui avait trouvé sa manière d'habiter la correction, poursuivit l'œuvre lente, non pour célébrer un renversement, pour empêcher les retours. Héloïse transmit. Elle n'enseigna pas une doctrine, elle apprit des gestes à une jeune femme venue du bourg, Claire Lose, qui tenait la propreté comme une science et la tenue comme un acte de justice. Elle lui montra comment lire une dalle avec la plante du pied, comment reconnaître l'odeur d'une laine trop longtemps au même endroit, comment décaler une pendule d'un battement pour briser la tentation du cœur, comment caler une fenêtre avec un morceau de cuir pour que le vent n'éduque pas les charnières. Elle lui ouvrit l'armoire des erreurs utiles, elle lui fit toucher, avec le respect qu'on doit aux outils des armées, les peignes de cuivre, les membranes de verre, les lames d'orgue neutralisées, la plaque de plomb, la couronne desserrée, les clous retirés. Elle lui expliqua que ces objets, rangés là, ne servent ni de trophée ni d'épouvantail mais de mémoire technique, une réserve de preuves destinée à contenir les impatiences de demain. Elle lui montra le cahier sans tête de chapitre où s'alignaient les corrections, elle lui fit ajouter, à dates irrégulières, les gestes répétés, déplacer la table principale d'un doigt vers l'ouest à chaque solstice, entr'ouvrir les soupiraux de l'aile et 3 nuits de suite au premier brouillard blanc, faire taire la petite cloche de cuisine lors des vendets, laisser les chiens décider du dernier tour de cour au crépuscule quand la girouette hésite. Amaury mûri dans cette sobriété, il prit sur lui la part du château qui revient à ceux qui refusent les théâtres, il apprit à ne pas fonder son humeur sur les altérations de l'air, il se contenta d'un travail de maître d'équipage plus que de seigneur, il s'occupa des toitures, des fossés, des bêtes, des hommes qui vivent des terres et des mains qui les soignent. Dans la grande salle devenue simple, il laissa les enfants du bourg glisser en riant, courir sans que le bois renvoie des notes basses, il accepta que le ciel peint demeure un souvenir de peinture et non un miroir pour les âges, il s'autorisa à ignorer les portraits qui ont cru longtemps gouverner des destins. La lignée, pour la première fois depuis des générations, reconnut dans un héritier autre chose qu'un soliste désigné, elle y vit un homme qui défait la vocation de l'instrument en vivant. Le bourg intégra la correction comme on adopte une nouvelle manière de poser les fois. La cloche, tenue par un sacristain qui transmit à son fils le goût de la note courte, cessa de dicter au château la largeur des heures, l'auberge conserva ses bancs avec le défaut volontaire qui casse la lumière, la mercière vendit pour la galerie des tissus qui tombent lourds sans draper, le menuisier s'enrichit de commandes modestes, seuil repris, plaintes corrigées, angles chanfreinés, la fraternité de la routine laissa au vieux récit une place de banc de pierre. On les visita les soirs. Divers sans les croire, on les quitta sans les insulter. La maison, pourtant, n'accepta pas d'effacer toute mémoire de son instrument, elle garda dans ses poutres un grain, dans ses dalles une musique minérale qui ne demande qu'à renaître si on lui tend un fil trop tendu. Les équinoxes restaient des épreuves, non des catastrophes, simplement des jours plus lourds où la charpente réclame la main d'un charpentier et les pendules une bourre de coton. La Saint-Jean, qu'on avait aimé trop fort, fut tenue en dehors des murs, on alluma des feux dans la lande sans faire remonter la chaleur par les conduits, on confia aux chiens le soin de ramener les enfants quand le vent change de côté, la maison regarda ses prudences avec un soupçon d'ironie et finit par les préférer à l'orgueil. Le cousin, devenu silhouette en creux d'un récit qui n'avait plus besoin d'adversaire, se signala une dernière fois lorsque le notaire du district porta une lettre où s'écrivait la prétention d'une contestation, droit de sang, défaut d'usage, soupçon d'influence exercée sur un héritier pour détourner la nature de son âge, argument d'homme dépossédé qui cherche un théâtre.
La maison n'eut pas d'opinion, le bourg se contenta de lever des épaules, Amaury répondit par une liasse de papier modeste, compte d'entretien, feuille de paye, reçu de chaux, liste de semences, facture de médecin pour les enfants des métairies, la lettre, saturée de réel, ne laissa pas de place au calendrier des ressentiments. L'affaire se rangea dans une chemise marquée par la poussière, le cousin perdit plus que ses prétentions, il laissa au château le goût de l'oubli utile. Une année, pourtant, l'orage troua le toit à l'endroit exact où dormaient les cercles de l'ancienne salle des mesures, l'eau, à force de tomber, trouva dans le bois un chemin qui menait au cœur neutralisé, elle y déposa la fraîcheur obstinée des pluies longues, la membrane apaisée reçut ce poids comme un souvenir humiliant, elle vibra d'un rien, non pour gouverner mais pour se rappeler. Héloïse, qui vieillissait mais gardait l'oreille, monta 2 fois par nuit pour poser sur la trappe un poids de sable, changer la couverture, déplacer le tapis, elle appela le charpentier, on reprit l'ardoise, on glissa sous la pointe du toit une bande de plomb ajustée, on posa autour de la lucarne un cadre de bois qui redistribue, l'air, privé de verticalité, abandonna son entêtement. Cette anecdote pauvre, notée au registre d'un trait, avait valeur de parabole, la correction n'est pas un acte initial, elle demande un entretien continu, l'instrument, tenu à distance, continuera longtemps à réclamer des mains. La vieillesse décrocha sur Héloïse sans qu'on la voie venir, elle posa sur ses épaules un manteau que la laine ne saurait corriger, elle fit ce que font les intendantes qui ont déjà transmis, elle allégea ses pas, elle se retira des conduits et des toits, elle demeura dans les pièces où l'odeur suffit pour gouverner, elle laissa Claire s'occuper des pierres et des machines, elle n'ouvrit plus l'armoire des erreurs utiles qu'au solstice, non pour y vérifier des choses, pour rappeler aux objets neutralisés que leur dignité tient à leur immobilité. Elle écrivit, sur la première page du cahier, une ligne qui n'avait pas besoin d'être belle, corriger n'est pas imposer, c'est défaire au bon endroit, puis elle referma le livre, elle posa la main sur la table, elle regarda au dehors la treille que le jardinier continuait de tailler en désordre apparent, elle vit dans ce jardin la formule la plus exacte de la maison enfin apprise. La lignée, sous ce régime de santé discrète, se déplia sans bruit. Des enfants naquirent sans que les miroirs gouvernent leurs premiers cris, des mariages se célébrèrent dans la cour basse sous des tentures sans symétrie, des deuils se tinrent à l'ombre des tilleuls sans que les cloches s'allongent en notes qui claquent contre le bois. L'âge de 21, devenu un anniversaire comme les autres aux yeux des hommes, resta, dans le cahier de la maison, une date entourée, non en noir, en rouge pâle, une vigilance à rappeler, une promesse de maintien. Les jeunes traversèrent 7 dents de calendrier avec la même lassitude qu'ils promenaient entre 2 fenaisons, ils cessèrent de guetter les murs, ils apprirent à aimer les défauts qui obligent à lever le pied sur les marches, ils se tinrent à la distance exacte que l'on doit aux maisons anciennes. On pourrait s'attendre, à ce point, à la résurgence d'un mystère capable de froisser cette paix, un souffle venu de sous la trappe, un portrait qui s'éclaire seul, une voix dans la citerne quand le gel serre la pierre. La maison, par fidélité à son propre esprit, tenta de se rappeler une fois de plus, en une nuit diversant l'une où la neige avait cadenassé toutes les sons, une vibration sourde se leva, si faible que seule la porcelaine de l'office en eut conscience, les tasses sur l'étagère s'entrechoquèrent d'un fil, Claire, réveillée sans raison apparente, posa sa main sur la table et sentit, à même le bois, l'insistance de l'ancien orgueil. Elle descendit, elle ne chercha pas de phrase, elle posa sur les dalles 3 terrines d'eau froide, elle glissa sous la trappe un feutre qui mange les basses, elle entr'ouvrit, à des endroits choisis, 2 fenêtres opposées, la maison se trouva traversée par un courant sans théâtre, le filet vibra, puis cessa, elle regagna le lit sans écrire, elle nota au matin, à l'encre sèche, nuit tenue, courant donné. L'épisode valait pour l'avenir plus que toutes les victoires proclamées, il rappelait que la correction la plus sûre se contente souvent de diriger l'air. Au bourg, ceux qui vivaient assez longtemps pour se souvenir de 3 générations commencèrent à raconter Roquemay autrement, non plus comme un théâtre de maléfices écrits dans la pierre, mais comme un lieu qui s'était intoxiqué d'orgueil et s'était guéri par la patience. Les jeunes s'ennuyèrent de ce récit sans diable, ils cherchèrent de la morsure dans d'autres vallées, ils revinrent avec des histoires de machines modernes qui font les mêmes dégâts que les orgues vieux, on les écouta poliment, on leur offrit du pain. L'archiviste, ravi de pouvoir écrire sans effacer, composa une note à glisser dans les registres municipaux, château de Roquemay, correction effectuée, instrument neutralisé, méthode transmise, l'encre sécha comme il faut, le papier ne gondola pas. Il resta, dans une chemise à part, les feuilles violettes d'un ancêtre, l'homme qui avait commandé la couronne, son écriture droite et sèche, ses comptes exacts, ses lignes de volonté, faire tenir les fils par le nombre, interdire les excès par la cadence, imposer aux héritiers la tenue qui manque quand l'époque se défait, ces phrases, masquées par le sublime de leur propre dureté, contenaient le germe du malheur que la maison avait ensuite sanctuarisé sous le nom de malédiction. Héloïse, avant de s'éteindre, prit la décision de ne pas exposer ses papiers, elle refusa aux vivants le confort d'une condamnation spectaculaire, elle préféra tenir la faute dans la discrétion d'un tiroir technique, car on répare mieux sans théâtre. Elle confia à Claire la clé de l'armoire des erreurs utiles et lui recommanda,
non en morale, en technique, de la garder hors des regards, car il n'est rien de plus dangereux qu'un instrument neutralisé qui redevient objet d'admiration. La mort d'Héloïse se produisit au large d'un jour clair, sans que la maison tente de recomposer un accord, l'air fut égal, le bois simple, la pierre honnête, les chiens se couchèrent là où ils se couchent lorsqu'ils sentent qu'on va manquer d'une main. On posa sur sa table un linge, on la veilla sans phrase, on glissa dans le cahier, au bas de la page en cours, une ligne qui n'avait pas besoin d'épitaphe, intendante éteinte, méthode gardée. Claire reprit les clés et les plans, elle conserva sur les étagères les terrines d'eau, les feutres, les bandes de cuir, les lièges, les sables, elle vérifia, à la Saint-Jean suivante, que la girouette tournait sans chanter, elle remit à leur place, sans théâtralité, les rideaux lourds de la galerie sans nom, elle continua de refuser le verre dans les boiseries, elle maintint les pendules légèrement désaccordées, elle planta dans la cour une autre treille encore plus brouillonne. Amaury, plus vieux, posa parfois sa main sur le contrefort comme au premier jour, son geste sans spectateur commença de lui ressembler à la manière dont les hommes deviennent enfin eux-mêmes, par les gestes qui ne demandent ni regard ni récit. La postérité, si elle tient à dresser des causes simples comme on lisse un drap mal rangé, retiendra peut-être une formule acceptable, la malédiction de Roquemet n'était pas un démon tapi dans la pierre, c'était un appareil, une esthétique devenue mécanique, une volonté de nombre qui avait pris les corps pour des cordes, elle fut défaite par une intendance, par un cahier, par une cloche tenue, par des fenêtres ouvertes au bon moment, par des chiens, par un marché dans la cour, par des terrines d'eau froide, par des mains qui déplacent des tables d'un doigt, par la décision obstinée d'aimer les défauts qui empêchent les catastrophes. Elle retiendra aussi qu'un âge de 21, longtemps drapé de noir, s'est mis à compter comme un autre, qu'il a trouvé dans la pierre un appui et non un maître, qu'il a cessé d'être une marche rituelle pour redevenir l'épaisseur d'un souffle. Le château, au bout de ces années, ne perdit pas tout désir de gouverner, il conserva dans ses poutres un appétit de résonance que les orages réveillent parfois, dans ses dalles une mémoire d'accords, dans ses recoins des envies de cœur. Mais il apprit, à la faveur d'une intendance qui choisit la patience plutôt que le panache, à accepter d'être corrigé, il se laissa désaccorder comme on dénoue une cravate trop serrée, il adopta la compagnie des défauts. Ses fenêtres regardèrent sans jalousie les feuillages brouillons, sa grande salle prit goût aux airs courts joués par des enfants désaccordés, son ciel peint consenta à vieillir sans prétendre au cosmos. Il resta du nombre 21 ce qu'il est dans la bouche des hommes qui vieillissent bien, un âge humain, non une dent de machine. La dernière page du registre, au moment où il fallut en relier un nouveau, s'acheva par une écriture posée qui faisait tenir, en quelques mots, ce que des siècles avaient débrayé, héritier passé, maison tenue, correction en cours, méthode transmise, ne pas laisser la pierre refaire phrase, préférer le sinueux au droit, ne jamais rendre au nombre ce qui revient à la main. La reliure craqua d'un bruit net, la poussière monta sans goût de métal, la lumière se posa, la cloche tint sa note modeste, la girouette tourna sans chanter, et le château de Roquemet, dans ce théâtre réduit à des travaux d'hommes, se surprit à être enfin ce que les maisons anciennes cherchent dans leur profondeur quand des mains patientes les libèrent de leurs calculs, une demeure.